Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis chez mon pote Quentin. Ça va Quentin? Ça va très bien et toi? Alors, donc toi tu es éleveur amateur de serpents en tout genre. Tu as un petit peu de saurien d'après ce qu'on a pu voir. Un petit peu, ouais, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans. Après je suis passionné depuis plus petit, oui, je voilà, déjà après les serpents, les lézards, mais je me suis vraiment lancé il y a 2 ans dans l'élevage de serpents. Ok. Un peu de tout, j'ai du TG aussi, mais plus dans tout ce qui est ophidien surtout. D'accord, ok. Donc toi tu t'es spécialisé principalement dans un genre particulier. Viridis, principalement, ouais, tout ce qui est Viridis ou Python, mais Morelia, voilà, dans son ensemble. Dans son ensemble, tout genre Morelia. D'accord. Donc est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu des espèces que tu as dans Eh ben allez, on va regarder tout ça. Je vais sortir déjà une biaque donc adulte qui doit être au niveau des 1,5 kg. Une jolie mémère. Hop. Bon bah voilà. Vas-y, donc présente-nous voilà la femelle. La femelle, bon là je viens de la sortir. Je suis pas quelqu'un qui m'animait énormément les serpents. Après voilà, elle a un pro speed, elle va se calmer en 2 minutes. Voilà, après souvent on dit que le biac ça a son caractère. Certes peut-être un peu plus que les autres, mais vous voyez là elle a pas encore mordu, elle attaque pas forcément. Là elle est un peu intriguée, parce que comme je dis je les sors très régulièrement. Enfin non, au contraire, très peu. À part pour vérifier souvent les mues au niveau de la queue, que ça s'attache pas trop. Qu'il n'y a pas des bouts qui restent au bout de la Voilà, de la queue, souvent c'est ça le souci. Et j'en vois beaucoup qui me disent aussi qu'il faut vérifier les yeux pour les lunettes. À savoir que si jamais elle les fait pas correctement, moi je lui enlève pas. J'attends toujours la prochaine mue parce que si jamais on les trifouille et qu'on touche à celle qui est en dessous, là ça peut avoir un réel impact dessus, quoi. Ok. Voilà, ça c'est la petite demoiselle. La petite dernière, je l'ai reçue il y a pas très longtemps. Donc elle est pas, c'est pas moi qui l'ai fait grandir, mais voilà, elle est en parfaite santé. Donc celle-là, elle a quel âge? Celle-là, si tout se passe bien comme ça, elle doit être de 2013. Donc comme si elle n'est pas de chez moi, je peux pas le garantir, mais voilà, elle a une bonne corpulence. Voir pour la repro cette année si elle en a envie. Après, apparemment, elle n'a jamais reproduite. Donc on verra bien comment ça va se passer. Ah là, elle est prête pour la reproduction. Ah, elle est largement prête, un peu gabarit. Elle a du gras à revendre, celle-là. Ouais. Quand je l'ai reçue comme ça, je me suis dit, oula, elle a été bien nourrie, il va falloir réduire tout ça. Voilà pour la demoiselle. Je peux la manipuler? Oui, bien sûr. Voilà, elle va se retrouver dans tous les sens là. Elle est assez speed celle-là. Hein. Fais gaffe à ta tête. Coup de tête. Elle attaque pas, non. Taille adulte, la taille 1,80 m, 2 m pour les plus gros, pour un poids je dirais d'1,5 kg, après il y a des plus gros, mais voilà, si en captivité, si on les nourrit correctement, 1,5 kg c'est déjà très bien. Au-delà c'est vraiment surnourri je trouve. Et du coup, est-ce que je peux avoir ton avis sur la nouvelle législation qui est sortie le 8 octobre 2018? Alors si tu veux le donner, Alors, si tu veux mon avis, il y a du pour et du contre. Sur le fait de les espèces en voie de, je dirais pas d'extinction, mais qui sont menacées, je trouve ça bien. Après, quand on me sort qu'il faut pucer du pogona, de l'élaf, je vois absolument pas l'intérêt. C'est des espèces que, avant qu'il n'y en ait plus, il y a un paquet de temps qui va s'écouler. Ou du python réjus, ou du python principalement eux qui sont concernés. Après, il y a aussi le fait souvent des abandons. Le problème, c'est que cette loi, déjà, c'est bien d'avoir fait une loi pour protéger les espèces, mais par contre, au niveau du prix, si tu vas chez un vétérinaire, il peut appliquer le prix qui lui plaît. Donc quand on sait qu'une puce, ça coûte à peu près 2 €, il y en a pour 100-150 € de transpondeur. Quand il te sort 70 € par serpent, moi j'en ai une quinzaine à pucer, c'est vrai que ça fait un peu mal au cul, quoi. Souvent quand on sait que ça va être dans les caisses de l'État. Ouais. Voilà, c'est pas le veto qui va s'y garder pour lui. Après, pour des espèces comme pour du Venom ou pour du réticulé, ça je peux tout à fait le comprendre. Si jamais il y a un problème, on est éleveur professionnel, on a un capacitaire, il y a une de nos espèces qui s'enfuit, c'est notre responsabilité. Le fait de pouvoir mettre un nom sur cet accident, le propriétaire, je trouve ça intéressant. Un numéro, etc. Ou un numéro de suivi, je trouve ça intéressant. Là, par exemple pour du Viridis, c'est une espèce qui commence à être un peu en danger dû au braconnage haute, ça je peux le concevoir, mais pour des espèces... La déforestation, voilà. Et pour des espèces qu'on parle du bois, on parle du réjus,
même du gecko, je vois absolument pas l'intérêt. Il y a même des espèces qu'on ne peut pas pucer tout simplement. Ou alors l'idée d'avoir des photos sur de l'ophidien, je vois pas non plus. Oui, parce qu'il peut très bien y avoir deux spécimens qui se ressemblent très bien, ou qui sont de la même portée. Le viridis, quand ils sont petits, on peut pas les pucer. On nous sort que les serpents doivent être pucés d'ici 1 mois, voire 2. Le viridis, moi, je le pucerai pas avant 1 an. C'est trop risqué. Et puis le serpent, en 1 an, il change énormément en termes de couleur. Donc je vois pas l'intérêt non plus de prendre une photo, de payer à l'IFAP, parce qu'en plus, il faut encore qu'on paye à l'IFAP l'enregistrement, et pour quelque chose qui va être encore modifié derrière. Donc je pense qu'elle a des avantages, mais il faudrait retravailler tout ça et qu'il y a encore pas mal de... À mon avis, ça a encore pas mal bougé, quoi. Ok. Voilà là-dessus. Et je trouve que ces dernières années, enfin... Tu me dis ce que t'en penses toujours, mais je trouve que ces dernières années, le Morelia viridis, ça se démocratise pas mal. Contrairement à il y a quelques années. C'est un serpent qui est très prisé. Pourquoi il y a quelques années? Parce que le problème, c'est qu'il y a quelques années, on était encore sur les anciennes méthodes. Je te parle de ça il y a... Moi, j'étais pas encore concerné par ça, parce que comme j'ai dit, j'ai attaqué il y a vraiment 2-3 ans. Mais quand je te parlais il y a 5-10 ans, tout le monde te disait taux d'humidité, encore le câble, elle va me le tirer, taux d'humidité important ou autre, et on perdait énormément de serpents, et les gens aimaient pas se lancer, ça avait une mauvaise réputation. Maintenant qu'on a une nouvelle méthode d'élevage, ça se tient très bien, ça se reproduit assez facilement. Un viridis, si tu fais une baisse de température, tu gères bien ton éclairage, bon, il y a plus une saison, mais en octobre, c'est vrai que c'est octobre, début hiver, c'est vrai que là, ils sont au top de leur forme pour la repro, mais tu peux arriver à le reproduire toute l'année. Après, bon, ça sera une ponte par an, hein. Après, en général, ça saute toujours une année, ça fait des petits, ça s'arrête et ça repart sur l'autre année. Mais voilà, c'est un serpent qui, moi, je trouve qu'il est assez ouvert. On me dit qu'on ne conseille pas aux débutants. Encore une fois, tout dépend surtout de la personne. C'est quand on chance dans les serpents, on aime les serpents. Si la personne est sérieuse et a vraiment envie d'élever cette espèce-là, elle potasse, elle se renseigne et dès qu'elle a la possibilité de le prendre, vas-y, fais-toi ta propre expérience et fonce, quoi. Souvent, c'est bien d'écouter. Souvent, le problème des jeunes qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils ont 1 ou 2 serpents et ils vont révolutionner la terraophilie, ils vont sortir une nouvelle méthode. Non, voilà, il faut bien se renseigner, il faut aller revoir les anciens, ceux qui sont sortis des centaines de serpents. Je pense par exemple à Stéphane, à Nicolas ou autres. Ils sortent des serpents en grosse quantité toute l'année, ils ont des conseils, et puis si ça marche, autant rester sur ces méthodes. Je ne suis pas contre l'évolution, mais voilà, eux ils ont pris des risques à notre place, ils ont perdu des serpents à notre place, nous on n'aura pas ce cas-là à faire, autant pas faire l'erreur que eux ont fait au début et que on les remercie d'ailleurs, parce qu'au final, on n'a pas tous ces problèmes. Si on serait encore sur les anciennes méthodes, des viridis ils ont dû en perdre un paquet quand on sort 100% de taux d'humidité. Étant petit, ça faut le faire. Quand ils sont petits, pendant 1 an et demi, méthode très humide, dans des boîtes ou autres, même dans un petit terrarium, mais voilà, ils en ont besoin. Après, tu réduis peu à peu, jusqu'à moi, j'appelle ça méthode sèche ou méthode saine, chacun l'appelle comme il veut. Mais voilà, moi ça me va, ça me correspond très bien cette méthode, j'ai de très bons résultats. Ok, ça marche. Donc là, tu as d'autres viridis, tu as une batterie de 4 terrariums là, donc est-ce que tu aurais un autre spécimen qui sort du lot? Hop, je vais te montrer celui-ci. Donc là, on est sur du Sorong. Donc là, sur celui-là, on est donc sur un Sorong mid-face qui vient de chez Stéphane, que je remercie, qui est vraiment magnifique. Donc il est un petit peu différent. Celui-là il est particulier parce que donc on dit mid-face parce que tu le vois au niveau de son pattern. Il a, comment on dirait, un peu des acariens, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est des points noirs. Et ça, c'est un travail de génétique qui est fait sur plus de longues années et qui va ressortir sur les prochains petits si j'arrive à en avoir. Et voilà, celui-là il est j'arrive pas à parler, désolé. Une petite particularité au niveau des yeux, est carrément énorme. Ouais, effectivement, ils sont démesurés. Ils sont démesurés par rapport aux autres, voilà. Tu vois au niveau de... Là, ici, il va bien se laisser faire. Son costume. Là, si tu veux le manipuler, il est gros aussi. Je l'ai pas depuis très longtemps, mais il se laisse faire. Il sera un petit peu plus calme celui-ci. T'as réussi à faire la mise au point sur les yeux ou pas? Ouais, je peux le ramener plus près. Et ils sont énormes, hein. Ça fonctionne. Attends, je vais essayer de le faire aller vers la caméra s'il veut bien. Ils aiment bien quand ils arrivent à détecter la chaleur de la batterie. Il a pas envie. Si on voit bien. Si, on voit. Vas-y. Voilà, donc là, ça c'est une petite pépette, donc elle est normalement de 2011. Ça, c'est donc elle a 7 ans. Demoiselle Morelia spiota, donc elle est assez cool. En grandissant, il se calme en général. Ça se prend assez facilement. Donc ça, c'est quoi? C'est du 50-50? Non, non, c'est du... ça se voit tout de suite au niveau du pattern, ça c'est du sauvage. D'accord.
Voilà, elle n'a pas été sélectionnée. Ouais, c'était mis au frais, tu verras, là, un petit peu, tu peux la prendre si tu veux, elle est un petit peu plus fraîche. Ouais, j'adore. Ouais. Et pareil, au niveau gabarit, on est sur du 1m82. Ouais. C'est ça, c'est ce qui est cool, c'est que c'est du Morelia qui devient pas énorme en fait. Enfin, non, ça reste modeste en taille. Quand on dit 2 mètres à des gens qui sont pas dans les serpents, on est là à dire mais il est plus grand que toi. Mais non, quand on le voit, c'est pas du tout le même effet. Ouais, c'est pas. Puis il fait 2 mètres d'accord, mais déjà au niveau de la grosseur de corps, elle est pas non plus énorme. Il est pas énorme. Et puis au niveau de la. En général, ils sont tous pliés comme ça, donc ils sont pas non plus déroulés à fond quoi. Tout à fait. Et retourner. Ah ouais, là, elle a plus envie d'y aller. Ouais, là, forcément. Là, elle a plus envie, c'est de se barrer. C'est une galère pour les sortir, mais après. Là, elle a une perche, là, elle va y retourner tranquillement. Et aussi au niveau de la longévité de vie, souvent on voit sur les groupes, on te sort, ça vit 10 ans. Non, un Morelia bien entretenu, c'est 10-20 ans. Ouais, facile. Hein. Même un Spilota. 10, 15, 20 ans. 10, 15, 20 ans, ouais. C'est si on l'entretient bien. On voit par exemple du Régis, on pensait que ça vivait une vingtaine d'années. Le record en captivité est quand même de 45 ans. Ouais. Donc comme quoi on n'a pas encore tout découvert et je pense que voilà, c'est comme il y a encore beaucoup de choses à faire dessus. Bon là on va s'écarter un peu du sujet tout en restant dans la piste, c'est comme pour un rongeur. Un rongeur c'est sûr que si tu lui prends une boîte en plastique 50 cm, tu le nourris tous les jours, ouais il va vivre 6 mois. Tu lui mets une belle cage, tu le nourris correctement, tu vas le garder 5-6 ans, peut-être plus, je suis un expert en rongeur. Oui bah oui. Mais voilà. Bon en sortant un peu de choses, on va aller sur de la speed vitesse. Ça va être pas mal. C'est un jeune couple donc c'est pas leur terrain définitif, hein. C'est juste que là ils sont petits, okay. Je vais recevoir une nouvelle batterie d'autres terrain. Une femelle, quand on sait que ça fait 3 mètres, 3 mètres 20 pour 10-15 kg, on comprend que ça peut pas vivre là-dedans. C'est assez cool, tu vois, c'est une écaillure différente. C'est un serpent qui est beaucoup prisé, donc il coûte assez cher. Qui est magnifique. Voilà, elle a une petite particularité, c'est qu'au niveau du corps, tu vois, elle a gardé des taches de la couleur des taches du ventre. Qui s'était en dessous. On montre un peu avec la caméra. De base, c'est entièrement blanc et elle a gardé des petits pigments qu'ils ont déteints. C'est sympa. Donc ça c'est un serpent qui est australien. Australien, ophiophage, donc on ne les met pas ensemble. Même pendant la reproduction, voilà, ça va pas être le cas avant au moins 3-4 ans, facile. Mais ouais, si on les met ensemble, il faut bien vérifier que ça se passe bien, pas qu'on ait la femelle qui bouffe le mâle. Voire peut-être l'inverse, mais le mâle ne mangera pas la femelle, je pense pas vu la taille qu'elle va avoir. Oui. Il y a une grosse différence. Quand tu sais que là, sur les... Hop, le mâle est un petit peu plus vif. Quand on sait qu'ils ont le même âge et qu'on voit la différence de taille, on comprend bien que la femelle va devenir vraiment énorme quoi. Et ça, taille adulte, ça fait aux alentours des 2 mètres, 2 mètres 50. Alors pour le mâle, 2 mètres, 2 mètres 50, la femelle près des 3 mètres. Ouais. Ouais, 3 mètres, il y en a même plus grand, mais déjà en captivité, c'est déjà pas mal. Faut pas non plus les surnourrir, ce qu'on voit beaucoup. Le fait qu'on nourrit trop nos animaux. Moi mes animaux, c'est même pour un juvénile, c'est 2 semaines, 3 semaines. Et les adultes, des fois c'est 1 mois, voire 2 mois que je les nourris. Donc, quand on sort faut bien regarder son animal et se dire est-ce qu'il a besoin de manger, est-ce qu'il s'est dépensé, est-ce qu'il t'a montré qu'il avait envie de manger. On leur donne souvent trop à manger. D'accord. En tout cas, ils sont magnifiques. Et tu vois, le mâle, lui, n'a pas le dessin. Si tu le tournes sur le ventre, comparé à la femelle. Ouais, il l'a pas. Il a pas de blanc. Il est tout blanc à comparer de la femelle. La femelle, elle a des taches dessus. Et lui, il n'a pas. Enfin, blanc. Non, c'est la couleur beige crème. Un blanc crème. Ouais. Là, il y a vraiment du blanc dessous. Voilà. Ce que j'adore, moi, chez ces espèces, c'est la tête. La démarcation d'un seul coup, ça passe du noir au rayé. Au rayé un peu zébré. C'est juste magnifique. Et puis cette coloration qui est super sympa. Et puis si jamais un jour tu as l'occasion d'avoir cette espèce, tu verras que souvent quand on sort, il y a vraiment une vraie idée que le python à tête noire ou la Spites melanophthalus, il capte la chaleur par rapport à la tête. Des fois, il sort que la tête de sa boîte. Ah ouais. Et il la met en l'air pour capter la chaleur. Bon, là, ils n'ont pas d'ampoule dans ce cas-là pour le moment, parce que c'est pas leur terme définitif. Mais vraiment, dans la nature, quand il vit dans les terriers et on pense l'idée qu'il se réchauffe par la tête, et comme le noir, ça absorbe la chaleur. Ça attire la chaleur. Et ça lui renvoie dans tout le corps. Ouais. Et moi, je pense que ça pourrait être prouvé, même si c'est pas encore le cas. Que ouais, c'est moi quand je l'ai vu plusieurs fois, ils sortent juste la tête. Alors, attends, on va rester juste là-dessus. Comment est-ce que tu maintiens tes serpents toi en règle générale? Tu les maintiens là-dessus,
sur des alaises? Alaises en général, il y a beaucoup un grand débat, les alaises c'est dangereux, ils peuvent les manger. Sur mon avis personnel, moi, un paquet d'alaises, 200 ça me coûte 20 balles. Je nourris un serpent, il met de la merde, il met de la pisse de partout, ou du sang, parce que ça, des fois ceux qui ont mangé une alaise, c'est que là les propriétaires ils ont tout simplement pas surveillé. Quand tu as ton serpent qui met du sang de partout, t'es pas à 50 centimes une alaise, tu la prends, tu la changes. Là s'il n'y a pas d'odeur, il n'a pas d'intérêt à manger la laise. Sur la laise, je trouve que ça va très bien. C'est s'il y a un problème d'acarien ou de défécation, tu le vois tout de suite, t'enlèves la laise. Le naturel, ça va très bien aussi. Il y a plusieurs écoles, il y en a qui font du sopalin, d'autres du journal. Le journal, je suis un peu contre parce que c'est vrai que quand ça pisse, il y a l'encre. L'encre, et c'est un peu plus sale un journal. Quand tu prends un journal dans les mains, tu tournes, tu sens que tes doigts sont. Mais encore une fois, le fait de vouloir trop nettoyer les serpents, faut pas oublier que c'est des animaux sauvages. Moi, s'il y a un petit pipi, il y a 2-3 taches, je nettoie pas. Il a besoin de son odeur, il a besoin de son habitat, de savoir où il vit. Quand tu lui nettoies tout son terrarium, tu vas remarquer qu'il va commencer à vouloir. Encore une fois, quand tu changes de terrarium, des fois il essaie de se barrer pendant une heure, il va chercher un coin. C'est le même système. Tu déplaces une cachette, la gamelle d'eau, tu la déplaces de 50 cm, il est là, il cherche, il va chercher, voilà, il va regarder, peut-être pas jusqu'à la gamelle, mais c'est vrai que ça le perturbe un peu. Moi je nettoie le plus gros. Il y a un gros caca. Moi des fois sur mes couleuvres, enfin je déplace de 50 cm une cachette à droite, alors qu'il l'avait eu pendant 2 mois là, et il tourne pendant 1 heure dans le terrarium pour chercher sa cachette. C'est ça, voilà, donc faut pas trop les perturber, pas trop nettoyer quand il y en a qui désinfectent à mort. Non, tu désinfectes une grosse fois tous les... Moi j'utilise le F10 par exemple, les produits pour le F10, bon je le commande sur... Je vais pas faire de marque, je suis pas là pour ça, mais pour eBay ou autre j'en ai, c'est génial, je désinfecte 1 à 2 fois. Non, je veux dire une bêtise, je désinfecte 1 fois tous les 2 à 3 mois au grand maximum, tu vois, j'entretiens un peu la pièce, mais il faut pas le faire trop régulièrement, bien retirer les gamelles d'eau quand on désinfecte, qu'il n'y ait pas de produits qui se mettent à l'intérieur, et puis ça va très bien, voilà. Moi je désinfecte au vinaigre blanc, moi j'ai pas de soucis. Ça va très bien aussi, ça marche très bien pour les vitres, à part l'odeur dès le début qui peut être un peu gênante pendant les premières minutes, mais à part ça, ça va très bien. Moi personnellement j'ai un peu peur de tout ce qui est acide très fort comme la javel par exemple. Je vois beaucoup d'éleveurs qui désinfectent avec de la javel. Je suis pas à critiquer, ils désinfectent avec de la javel si c'est pas bien, mais personnellement moi je ferais pas ça parce que j'ai trop peur de par exemple mal rincer la gamelle, tu rinces un petit peu, là c'est terminé. L'utilité d'enlever la gamelle, la javel déjà en plus le plus de la javel c'est qu'il faut faire ça à l'eau froide, tu fais ça à l'eau chaude ça n'a aucun intérêt. Donc quand tu laves à l'eau froide, tu as intérêt à il y a quand même un risque. L'avantage du F10 c'est que c'est un produit qui est vétérinaire et que tu peux même asperger ton serpent. Il n'y a aucun souci là-dessus, à part le fait d'enlever la gamelle d'eau 1 heure ou 2 et tu lui remets derrière, qui est pas, parce que le produit il est volatile, hein, il y en a encore dans l'air. À part ça, voilà, moi je l'utilise très bien. Par contre, si tu te mets sur cette gamme de produits, il faut qu'il soit à 25 degrés. Au-delà, il n'est pas efficace. Après, pour les températures, comme là ma pièce, j'ai du Morelia, j'ai du bois et de la Speedites. C'est tout à la même température, un point chaud à 30, un point froid aux alentours de 25, 26. La nuit, il y a une baisse de 4 degrés qui s'effectue automatiquement via les thermostats. Vive la génération, c'est génial. Ceux qui n'avaient pas ça, ils ont bien galéré. Mais non, c'est vrai quoi, c'est bénéfique de faire une bonne. Puis l'hiver, baisser un peu plus, espacer les repas, faire une petite période de repos, c'est pas mal aussi. Moi l'hiver je nourris principalement l'été au décongelé, l'hiver au vivant, c'est mon avis personnel. C'est vrai que c'est un peu plus appétant. Puis des fois il y en a qui font des petites crises. Moi ça m'arrive d'avoir un bois, je l'ai toujours nourri décongelé, d'un coup il a arrêté de manger, il n'en voulait plus, je lui ai donné un vivant, puis c'est reparti. Il avait envie de changer un peu, ils ont tous leur caractère. Puis surtout s'habituer à son animal, c'est que là j'ai par exemple mes Viridis, ils sont tous de la même manière. J'ai des super mus sur Alaise. Ils ont tous des super mus et il y en a un qui a un peu plus de mal parce que c'est sa façon d'être. Peut-être qu'il boit un peu moins que les autres. Voilà, c'est chaque spécimen est différent, surtout voilà. Tu vois, lui il a tout le temps envie de se barrer. Faut bien se faire à son animal, je pense. Parce que souvent, quand on veut faire un terrain, par exemple, je pense au terrain tropical, des belles plantes, beau paluédarium, on baisse un peu la qualité de l'animal, on privilégie l'aspect visuel et on devrait plus se concentrer que sur l'animal. D'accord. Voilà, c'est le principal. Si on le fait, c'est pour lui, c'est pas pour nous. L'animal, il n'a pas demandé d'être en captivité de toute façon. C'est ça. Après, tant mieux, si on est en captivité, on est moins sur du farming ou autre. On en aura toujours besoin. Si forcément, pour prendre des souches entre guillemets pures. Pures, parce que voilà, on a eu pas mal de pertes là-dessus, surtout chez le bois. Par contre, on va vous montrer, je vais montrer un bois par exemple. Là, donc ça, c'est une petite femelle Sonora.
Sonora hippo, léopard, hétérozygote albinos. Pour ceux qui connaissent tous ces mots-là, ils comprendront. Les autres, c'est un peu plus du chinois. Donc là, elle est en mue, donc on voit moins son pattern. De base, elle est bien rosée sous le ventre. Donc on appelle ça boa nain Sonora parce que tu vois, là, elle a une taille qui est correcte. Ouais. On dirait c'est une... pas une adulte, mais elle va encore un peu grossir. Elle va prendre peut-être encore 40 cm au maximum. Et elle aura son gabarit. D'accord. Voilà, donc elle est assez cool au niveau caractère. C'est un caractère Sonora comparé à du colombien qui est un petit peu plus sur la défensive. Trempé. Elle est un petit peu plus trempée des fois, là elle est assez cool. Mais de toute façon, je le remarque chez le léopard, j'ai l'impression que... Bon, pas tous les léopards, mais enfin, le léopard en général a quand même un caractère un peu... un petit peu plus sur la défensive. Ouais, sur la défensive, tout à fait. Mais après, ça n'empêche... chaque spécimen est différent. Vous voyez, hein. là, c'est un léopard, hein, pourtant. Il n'y a rien qui se passe, quoi. Enfin, c'est... Après, c'est surtout sur le Sonora, surtout la localité qui veut les Sonora sont un peu plus sur le léopard. Après, c'est qu'une mutation qui a été travaillée au final. Oui, bah oui, aussi. Dessus. Voilà. En tout cas, ouais, on y voit bien qu'elle est en mue. T'as la peau sous la gorge qui tombe un petit peu élastique. Enfin, c'est... Ouais, qui est un petit peu élastique, les yeux bien blanchâtres. Encore une fois, quand je vois des fois sur les blogs, Faut pas nourrir pendant qu'ils sont en mue, non, sans parler de ça, des fois, surtout quand je vois le fait qu'il y a un jeune qui va mettre, je comprends pas, mon serpent il a les yeux blancs, il a blanchi, qu'est-ce qui lui arrive? Bah il mue, tu te renseignes un minimum, encore une fois, bien vous renseigner. Renseigne-toi avant. C'est comme des parents qui font un gosse, quoi, ils vont pas poser les questions une fois qu'il est tombé, quoi. Ils ont eu 9 mois pour le faire, pareil, avant d'acheter un serpent, on se renseigne, quoi. Voilà, donc là, hop, on est sur un bois donc pur colombien, sûr et certain, il n'y a pas de problème de génétique parce que l'éleveur sur lequel je suis allé le prendre, il faisait que cette localité-là. Bon, là, on est sur un mâle qui doit faire ses 5 kg à peu près, pour 1m80, 1m90, qui est très cool aussi. Par contre, moi, ce qui m'avait impressionné, c'est quand je suis allé chez cet éleveur, il faisait des femelles. Ouais. Et les femelles, c'était, je te dis, j'ai eu des femelles qui étaient 3,50 m, et leur donnait carrément du cochon à manger. Ouais. On a l'impression que c'était pas jusqu'à un réticulé, mais presque. L'épaisseur, ça faisait peur, quoi. Ouais. C'était comme quoi, voilà, les serpents, on n'a pas encore tout vu. Ouais. T'arrives devant le terrarium, tu fais, c'est du bois, ça? Ah oui, c'est du bois, c'était ça, c'était du bois. Il avait recyclé des plaques en plexiglas pour faire leur terrarium. Ils avaient des terrariums de 3 mètres de long sur 1 mètre de profondeur. Oh. Ah non, mais c'était des belles femelles, quoi. Et il faisait que de ça. Ça a été d'ailleurs mon premier, j'ai eu de l'élaf, ça m'a pas. Ouais, ça ne correspondait pas, ça m'a pas accroché. Voilà. Et le boa, comparé quand on dit boa, tout le monde s'inquiète. Et au final, c'est cool un boa. C'est cool. D'ailleurs, c'est bon mangeur pour en avoir un à la maison qui fait. Pas de cette taille-là, il est un peu plus petit, mais. Voilà. Bah, tu veux le prendre tout seul, tu verras le poids, tu vas t'en rendre compte. Il fait son poids, quoi. Ah, c'est bon mangeur, ça manipule bien, c'est pas trop c'est pas des trop gros paramètres compliqués à le maintenir. Le seul souci, voilà, c'est la législation. Quand on le sort, on a le droit qu'à 3 boas. C'était bien il y a 10-15 ans, maintenant il faudrait peut-être la rénover. Oui, on t'autorise à avoir 15 moalia, qui peuvent avoir cette taille-là, mais un peu moins épais, mais qui peuvent être quand même infligés des morsures. On fait pas attention, ils se mordent à l'œil ou autre. Et un boa, on bride à 3, c'est vrai que ça faudrait le retravailler par la suite, quoi. Allez, on va sortir le petit. C'est parti au doigt. Il a l'air vachement stylé, celui-là. Il est vachement, il manque que de l'amour dessus. Et puis bien énervé aussi. Voilà, encore une fois. T'as un crochet? Non, je le manipule à la main, je veux formante, c'est pas grave. Mais juste une petite parenthèse pour les gens qui disent que c'est des serpents méchants. Je viens vous dire que si vous aimez les reptiles, arrêtez de poser des questions débiles. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il se laisse manipuler? Ça a aucun intérêt de dire ça. Ton serpent, il va évoluer en grandissant. Tu vois, là, il a peur. Il est sur la défensive. Là, on a vu une spilota qui était adulte. Elle était très calme. Il sera peut-être plus calme en grandissant, comme ça peut être l'inverse. Dans tous les cas, si on sent dans ces animaux-là, on se doute bien, c'est pas comme un chien ou un chat qu'on a réussi à dompter depuis des générations. Et voilà. Donc là, tu vois, il est tout de suite sur la défensive. Non. Non, attention à ta tête quand même. C'est juste la tête qui bouge. Tu vois, ils n'ont même pas mordu. Peut-être que ça va être pour la suite. Voilà. Que très fine en étant petit. C'est pour ça que je suis vraiment gaffe à la queue. Alors, je leur dis souvent. Donc là, pareil, même méthode de maintien. Voilà, une cachette, une gamelle d'eau changée régulièrement.
Moi, pour donner un petit avis, je change la gamelle 2 fois par semaine. Ouais. Voilà. En hiver, l'été il fait très chaud, donc on peut la changer presque 1 fois par jour si c'est possible. Bon. Et puis souvent quand tu leur changes l'eau, ils sont contents. Et tu vois, c'est très laid, ils sont pas surnourris. Ouais, ouais. De toute façon, les Morelia, c'est pas censé être des serpents qui sont gros comme les boas, quoi. Ça doit être très fin, ça doit rester laid. C'est svelte, tout à fait. Ouais. Ça reste dans l'arboricole. Donc celui-là, après, tu vas le passer sur un terrarium qui est quand même plus haut. Plus haut, je vais partir sur un 90 sur 60 sur 50. Ça c'est un mâle, donc il sera quand même plus petit qu'une femelle, mais voilà. Après, en tous les cas, la femelle, je vais être sur la même taille. Et après, faut pas se le cacher, on ne pourra jamais leur donner la place. Oui, bah oui, dans le milieu naturel, ils ont la place qu'ils veulent, même si je pense à mon avis qu'ils doivent avoir des territoires chacun, ou un endroit qu'ils connaissent. On pourra jamais leur donner la taille qu'il faut. C'est vrai que quand on voit par exemple des réticulés qui sont dans des terrariums c'est très bien, je suis pas pour critiquer les très grands éleveurs qui ont des bacs de 3 mètres par 1 mètre sur 1 mètre de haut. C'est très bien, c'est une bonne taille. Mais c'est sûr que le serpent il a fait 2 tours de son terrarium. Oui, voilà, il est déjà fait quoi. Ouais. Puis souvent aussi ce qu'on remarque c'est quand tu touches un peu la queue. Ouais. Tout de suite ils aiment pas. Tout de suite c'est un réflexe. Et puis on va finir, j'aimerais bien te montrer celui-là. S'il est pas en nu, tu vois, il a un pattern qui est assez dingue. C'est le Jayapura ça. Ouais. Donc c'est une des localités les plus petites chez Buderellis. Donc là il y a de la dorsale. Ah ouais, ça se voit qu'il est en mu. Ah mais non, ça c'est le truc que je te parlais. Ah mais oui, ça c'est ça. Alors, ah mais c'est son bourrelet. C'est ça, c'est le bourrelet. Alors celui-là il a un petit défaut. Donc c'est juste qu'il a un excédent de peau juste sur le ventre. Tu vois à cet endroit là. Ah ouais. Donc là j'ai mon taille qui marque, il a un petit excédent de peau là. Donc il est juste là, donc ça l'empêche pas de bien se développer. Mais voilà, c'est bien manger aussi. Il mange bien. Enfin, ouais, voilà, tu vois, il a une super dorsale. Et regarde la taille de la tête. Dis-toi qu'il comparé aux autres, et dis-toi qu'il est du même âge. Il est 2015 aussi. D'accord. Donc c'est lequel qui est de 2015? Alors par exemple, tu as celui-là là-haut, ouais, qui est vachement plus gros, quoi. C'est ça. Donc quand je te dis que c'est une des localités plus petites avec du Jayapura. Et puis 2015, est-ce que j'en ai une autre? J'ai la femelle là normalement qui est de 2015 aussi. Si tu veux manipuler, il est cool aussi. Vous voyez les gens, nous on a des bourrelets au niveau du ventre, eux ils en ont aussi. Voilà. Ah, c'est l'un des seuls, c'est qu'il y a un excédent de peau qui est assez volumineux au niveau du ventre. Voilà, la tête est vraiment toute petite. Et en plus il y a même un marquage bleu juste derrière l'œil. C'est ça, là tu le vois pas parce que là, il est en mu et je suis sûr que même sur la caméra on le verra pas forcément. Ouais. Calme-toi. Donc quand il est pas en mu, voilà, il est tué, il a une, si tu vois sur le côté, il a plein de taches bleues. Ouais. Celui-là, il a vraiment un pattern qui est vraiment formidable. Et alors, arrête-moi si je me trompe, corrige-moi. Étant donné que c'est des serpents qui sont quand même relativement agricoles, est-ce qu'au niveau de la manipulation, il faut faire plus gaffe qu'un animal qui est vachement terrestre? Tout à fait. Alors, oui et non déjà. Parce qu'apparemment, ils auraient la colonne vertébrale légèrement plus fragile que ceux qui seraient terrestres. Alors moi je suis de deux écoles, c'est-à-dire que je suis pas forcément d'accord avec ça parce que de mon expérience personnelle déjà, en arboricole l'avantage c'est comparé à un python burgersmay, tu peux le tenir à une main. Donc ça te prouve qu'il y a une ossature qui est totalement différente, qui est totalement beaucoup plus rigide. Donc peut-être qu'ils sont plus fragiles, je ne saurais pas te répondre là-dessus au niveau de la colonne. Mais au niveau déjà de la manipulation, c'est des serpents qui vont déjà être... Tu pourras manipuler plus facilement. Bon, il faut vraiment tenir à 2 mains. Ça peut être dangereux si tu le manipules mal ou autre. Lui dans ce cas-là, tu le tiens carrément au niveau de la queue, tu vas voir qu'il va... Et parce que c'est un serpent arboricole et que si jamais il glisse sur sa branche et qu'il tombe, bah, il peut toujours se rattraper. Il faut que ça reste très laisse, le fait de ne pas trop les nourrir. Après, il faut quand même faire plus attention de pas trop sortir de nuit. Forcément, c'est là qu'ils sont le plus sur le quai. Ils ont envie, c'est de bouffer. Et puis, à part ça, non, il n'y a pas plus de risque. Tout dépend encore du caractère du serpent et comment nous on est. C'est vrai que si on a pas manipulé nos bêtes et qu'à chaque fois on met des à-coups, on reste devant lui à hésiter, ça va commencer à l'agacer. Non, il faut vraiment y aller franco. Et puis, quitte à se faire mordre, voilà, c'est. Pas être dans le. J'adore me faire du mal, mais voilà, faut accepter aussi, quoi. C'est le petit plaisir en plus, on va dire, si ça affecte un petit peu. Quoi. C'est peut-être qu'une fois de temps en temps, quand on met les mains dans le terrain, on sait pas pourquoi, on se fait chier, quoi. Il y a ça aussi. Voilà. En général, c'est parce qu'on a fait un faux mouvement qui a effrayé le serpent et que... C'est ça. Voilà. Le prendre par-dessous, éviter d'amener la main directement en face de sa tête. Il pourrait voir que c'est un prédateur. Quand il voit la main arriver comme ça, forcément, là, ça va l'inquiéter. Voilà.
Moi je manipule sans gants, sans crochet, à part pour les gros serpents s'il faut que je les tire, mais dans tous les cas je le manipulerai à la main. Les gants vont très bien aussi, mais le problème c'est que le jour où on n'a pas les gants, le serpent là il n'a pas l'habitude qu'on le manipule sans gants, il voit la chaleur qui émane de notre corps et il va croire que c'est une proie. Alors quand tu leur prends l'habitude de les manipuler, je trouve, avec les mains directement, tu te fais moins mordre. C'est ça. Peut-être qu'un jour on aura du snow, à force de faire du mélange de localité. Peut-être un jour, ouais. Ça y est, c'est considéré comme de l'hybride. Ouais, maintenant, ouais. Ça y est, maintenant, mais peut-être qu'un jour, si on arrive à mélanger, on aura du snow. Vraiment un truc simple. J'en doute pas quand on voit des résultats qu'on a sur cette... Enfin, moi, c'est ce qui m'éblouit chez Serpent, c'est qu'en fait, j'adore particulièrement le Morelia. Pourquoi? À part le Venom, qui sont ceux qui ont le plus évolué en termes de venin, de caractéristiques, je trouve que le Morelia, ou même tout type de Python arboricoles, sont ceux qui s'y rapprochent le plus. Ils ont la dentition, la forme physique, le changement autogénique. C'est vraiment des serpents où il y a beaucoup, les fossils thermosensibles, il y a vraiment beaucoup à apprendre d'eux, ou beaucoup même à s'enrichir là-dessus. Alors que tu prends par exemple un Python est juste, je dis pas qu'à part le travail de la génétique qui peut être éblouissant, on a des trucs, je sais pas, c'est un œuf et un Kinder qui va pouvoir sortir. Oui, c'est un Kinder surprise. Un Kinder surprise quoi. Ça va rester le même serpent entre guillemets quoi. Ça va rester le. Là vraiment, à chaque fois, t'as vraiment une surprise. Chaque dessin est vraiment différent. J'adore moi. Le Alice, c'est une de mes localités qui me plaît le plus quoi. D'accord. Et aussi le boa canin, mais bon, il est soumis à capacité. Oui, forcément. Donc à la limite, il faudrait prendre le Batési. Il faudrait faire le Batési, mais c'est vrai que le boa canin, encore une fois, le fait qu'on puisse pas l'avoir, moi dans mon optique, ça me donne encore plus envie d'avoir celui-là. Il est plus cher, je veux celui-là. Mais c'est ça. Ah mais on fonctionne tous pareil. Hein. On peut pas l'avoir, d'accord, je veux monter le capa pour. Pas de soucis. Par exemple, Stéphane qui fait beaucoup d'élevage de tout ce qui est laf ou autre, je respecte énormément son travail, il te sort 3-4 000 serpents à l'année. Mais je veux dire, c'est un serpent qui est entre guillemets commun. À part ce qu'on pourra ressortir, comme on a dit, en surprise, en mélange en mutation, moi c'est pas quelque chose qui me botte. Par contre, me dire j'ai un serpent, par exemple du Morelia carinata, on n'en a trouvé que 10 en 15 ans d'expédition, te dire j'ai du Morelia carinata, t'as pas le même effet, tu vois. T'es content quoi. T'es content quoi. Mais non, après, chacun fait comme il veut, chacun, du moment qu'on reste passionné, qu'on s'occupe bien de nos bêtes, toujours. Voilà, c'est toujours le plus quoi. Vous aurez beau avoir 15 milliards de bêtes, si vous en occupez mal, que vous changez jamais les gamelles d'eau, qu'elles sont à sec, sachant que vous les nourrissez jamais, c'est certain que ça n'a aucune utilité. À ce moment-là, ça sert à rien de prendre des serpents. Ou comme on dit, ouais, j'ai la flemme de nourrir un serpent. Bah non. Pour tout type d'animaux, souvent, le problème que je rencontre quand je parle à des gens, c'est qu'ils me disent oh, tu parles de tes serpents comme de tes enfants. Mais si on prend un animal, ça reste un être vivant, il n'a pas moins de valeur qu'un autre ou que nous. On s'engage à s'en occuper. C'est l'exemple que je prends, c'est quand je compare un enfant, et ça choque des fois beaucoup de monde. C'est tu fais un enfant, c'est pour l'assumer, un serpent, c'est la même chose. Tu vas lui procurer tout ce qu'il a besoin jusqu'au bout. Et il faut te dire, quand on prend un serpent, en règle générale, on s'en met pour facile 15 ans. À 20 ans en fonction des spécimens, parce que chez les pythonidés et les boïdés, en général, c'est ça. Hein, mais je crois pas qu'il y ait de serpents qui vivent moins de 10 ans. J'ai pas souvenir au niveau des espèces, ça me dit rien. Mais voilà, faut l'assumer jusqu'au bout, malgré des problèmes financiers ou autres. On va pas dénigrer l'animal, espacer les repas. Voilà, on s'engage. Je vois exactement le même problème, parce que moi personnellement, comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, je travaille en animalerie, et je vois exactement le même problème avec les clients qui viennent m'acheter un lapin, un hamster, machin. L'autre jour, j'ai eu un client, je citerai pas de nom parce que déjà je le connais pas, mais voilà, même si je le savais, je le citerai pas. Mais j'ai eu un client qui est venu me voir l'autre jour avec sa famille et qui me disait, bah je veux un hamster. Je lui ai dit d'accord, pas de souci, je lui montre tout ce qu'il faut, l'alimentation, la cage, etc. Et quand on arrive au niveau des cages, je pense que ça, je vais m'en souvenir toute ma vie. Il m'a dit, par contre, je veux pas dépenser des 1000 et des 100, vous me donnez la moins chère et la plus petite. Je lui ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit ça. Alors déjà, on va se mettre d'accord tout de suite. C'est pas à l'animal de s'adapter à vos besoins, c'est à vous de vous adapter aux besoins de l'animal. C'est pas un jouet. L'animal, il n'a pas choisi d'être en captivité en fait. Donc à partir de ce moment-là, comme tu disais, il faut lui donner jusqu'à la fin de sa vie les bonnes conditions de maintien. Et si on n'a pas assez d'argent à mettre dedans, enfin pas assez de sources de financement, on ne prend pas d'animaux en fait. Parce que au final, ça atteindra forcément l'animal et c'est l'animal qui va en pâtir de ça.
Et ça, c'est ce qu'il faut pas faire, justement. Enfin, voilà, après, souvent, là où je vais rattraper, je vais détourner un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que chaque animal a à peu près la même valeur, c'est-à-dire qu'il n'a pas moins de valeur que nous. Par contre, voilà, on est obligé de donner par exemple des souris, des rats, des rongeurs à nos serpents, c'est leur alimentation que nous, on a décidé de leur donner. Ou peut-être pour certains des oiseaux, des poussins, chacun voit midi à sa porte. Par contre, ceux que je vois donner des chatons, des chiots, pas que dans l'idée, ils pourraient pas le faire. Mais on a déjà du mal à essayer de montrer un peu notre passion, c'est mal vu. On a déjà du mal à essayer de faire comprendre notre passion au grand public, alors si en plus on vient nous rajouter ça par-dessus. Il y a des crétins et des imbéciles sans vouloir partir dans des grossièretés pas possibles qui donnent des animaux comme ça qui sont domestiques et qu'on a depuis des milliers d'années. Les gens se sont attachés en captivité. Ça va pas nous aider en fait. C'est certain que ça va pas aider, ça va pas contribuer et aider à la bonne compréhension de notre passion en fait. Ça. Donc voilà. Évitez de le faire, ou alors si vous le faites, dans tous les cas ça va pas rendre malade votre animal, ça va le nourrir, mais faites pas de vidéo, publiez-le pas, ça n'a aucun intérêt. À part énerver les gens et créer des débats enflammés sur Facebook ou je ne sais quel autre réseau social à nous dire que prenez soin de vos animaux. Arrêtez d'aller demander une fois que vous avez l'animal sur Facebook comment est-ce que je fais pour l'élever. C'est avant qu'il faut se renseigner. Qu'il faut se renseigner et demander des renseignements. Vous pouvez le demander des renseignements sur Facebook, sur les groupes. Par exemple, je vous dis n'importe quoi. Si vous voulez acquérir, on parlait de Varan tout à l'heure avant d'attaquer la vidéo des varans du complexe Prasinus, par exemple. Vous demandez à des gens qui en ont plusieurs ou qui en ont peut-être un mais qui l'ont depuis 10-15 ans, voilà, vous leur posez la question, comment tu fais pour l'élever, qu'est-ce que tu lui donnes à manger, etc. Mais faut préparer le truc avant qu'il arrive. La maison ou peu importe l'habitat de l'animal avant qu'il arrive. C'est comme ceux qui achètent un serpent, ils se renseignent mais ils oublient une chose éventuelle, je suis pas vétérinaire, oups, j'ai pas regardé, j'ai pas de veto à côté de chez moi. Donc on laisse l'animal malade jusqu'à la fin. Oh il est mort, je comprends pas, pourtant je m'en occupais bien. Il peut y avoir des maladies, des fois on a des problèmes de maladie, des grippes, nous ça se soigne, mais chez eux il y a beaucoup des infections pulmonaires. Voilà. Eux chez eux c'est mortel, un serpent, et quand tu commences à te rendre compte qu'il a une infection respiratoire, en général c'est que c'est déjà presque trop tard et il y a 80% de chance de taux de mortalité. C'est ça. Moi j'ai eu une femelle, à savoir c'était une femelle boa, due à une erreur personnelle. Encore une fois, on ne sait jamais la faute de l'animal, c'est de notre faute, la faute du maintien. J'avais de mauvais paramètres, elle en est morte. Pourquoi? Parce qu'un boa, par exemple, à savoir que quand il est malade, pour continuer de se nourrir, il peut garder sa maladie pendant presque 6 mois. Donc pendant 6 mois, tu as l'impression d'avoir un serpent qui a l'air un peu malade, mais sans trop t'inquiéter, qui va tourner dans le terrarium, et puis à la fin, quand c'est la fin, tu vas avoir une décoloration, c'est fini. Ouais. Voilà, donc c'est pas pour dire qu'il faut pas soigner ses animaux, mais en général, quand on se rend compte qu'il y a un problème, c'est que c'est déjà trop tard. Faire une petite visite médicale de temps à autre, ou vraiment regarder ses bêtes, c'est, je pense, fondamental. Voilà. C'est surtout ça. L'observation, mettre en avant, j'ai l'impression de parler comme Nicolas Hussard. mais c'est vrai ce qu'il dit. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Mettre en avant l'observation des animaux, c'est vraiment le plus important parce que c'est bien les groupes Facebook, machin et tout. Mais enfin. Quand on ça c'est quelque chose, mettez en avant déjà l'observation. Et moi ce que je conseille, comme j'ai dit, je bosse en animalerie, je vois beaucoup de clients qui veulent investir dans des animaux, des beaux animaux, même si c'est pas forcément du reptile, ça peut être des oiseaux, des gros poissons, des rongeurs, des choses comme ça. Je leur donne beaucoup de renseignements, mais je leur conseille un bon livre sur le rongeur qu'ils veulent adopter, et je leur dis tenez, feuilletez-le, bouquinez-le, enfin lisez-le de fond en comble, et vous verrez qu'il y a plein d'autres informations aussi. On peut pas tout apprendre sur un animal en 2 secondes comme ça parce qu'on est allé sur un forum regarder une fiche d'élevage qui a été faite depuis 10 ans déjà. Depuis 10 ans ou une fiche d'élevage même qui a été faite il y a 5 minutes. On peut pas tout apprendre. Parce que si on se dit bah c'est bon, je sais tout en 5 minutes parce que j'ai lu une fiche d'élevage même sur un site hyper professionnel ou quoi, bah c'est là qu'on peut se retrouver démuni parce que le serpent il peut attraper une petite maladie ou quelque chose et on peut ne pas savoir quoi faire parce que c'est pas décrit dans la fiche justement.
Voilà. Donc c'est ça le plus gros problème. Puis c'est ce que tu dois avoir toi aussi quand tu as une bonne femme ou un homme qui vient, qui dit je veux tel lapin, tel truc, tu lui sors un livre déjà pour qu'il apprenne un peu le maintenir et qui dit oh mais j'ai pas envie de mettre 20 balles dans un livre, bah c'est pas moyen de mettre 20 balles dans un livre. Bah t'as pas moyen de mettre sur 9 à 10 ans tout l'argent que tu vas mettre que tu vas mettre dans ton animal. C'est vrai que surtout dans la thérapophilie, surtout chez les serpents, ceux qui essaient d'avoir de l'argent en achetant des espèces rares, c'est de l'argent qui va être perdu parce que à part quand on a comme des grands éleveurs, qu'on a 3000 animaux, on vide ça, on les exporte, on s'en occupe et après on les revend, on les garde très peu. Du Moraverdi, j'en suis fan, je vais peut-être avoir une portée, on va me dire oh, tu vas gagner de l'argent. Non, quand on compte ce qu'on a dépensé, l'électricité, la nourriture, le maintien de l'espèce, au final on gagne rien. L'argent, par exemple, on va partir sur un prix de base pour du Moraverdi, entre 450 et 500 € à peu près. C'est à peu près la tranche de prix. Là-dessus, on va y redépenser dans la nourriture. Si on achète des stocks de nourriture pour je sais pas moi 6 mois, moi je sais que je passe un peu plus, je vais pas donner une tranche de prix, je vais pas donner un prix exact, mais je sais que pour mon cheptel je passe à peu près 200, presque 300 € de souris de gros rats, mais j'en ai pour 6 mois quoi. Mais voilà, c'est tout redépensé après pour le maintien de nos animaux derrière quoi. Donc là-dessus on va quasiment rien gagner quoi. Et puis derrière quand on essaie d'avoir un bénéfice, je pense pas pour les vrais passionnés, mais quand on veut un bénéfice, on va dénigrer un peu l'animal au niveau de la qualité pour essayer d'avoir ce bénéfice. Par exemple, je fais une bêtise, j'ai une lampe à changer, oh non j'ai la portée qui arrive, bah la lampe je la change en 6 mois, bah non tu le changes tout de suite quoi. Ouais. Tu t'attends pas 6 mois si on a besoin, par exemple surtout chez les lézards qui ont besoin d'un éclairage comparé aux serpents. Après on va pas débattre de ce débat là, est-ce qu'il faut de la lumière c'est encore un débat ambigu. Voilà, chacun a sa façon d'élever ses serpents. Voilà, moi je suis à l'aise, ça plaît pas à tout le monde, ça restera comme ça. Mais déjà qu'on ait tout ce qu'il faut et je pense que déjà rien que le fait d'avoir un terrain propre, sans parler de dépenses, moi je me sens bien. Quand j'arrive dans ma pièce et que mes terrariums sont sales ou qu'il y a un truc qui me plaît pas, ça te donne pas envie, tu vois. Là c'est pareil chez l'animal quoi, il faut se mettre à sa place. Si par exemple tu changes pas ça, il a fait une défécation et qu'il l'a depuis 4-5 jours, ça peut arriver de pas l'avoir, mais quand tu le fais constamment là, faut se remettre en question je pense. C'est ça, ouais, tout à fait. Surtout se remettre en question là-dessus. Voilà. Bah peut-être que je te montre la petite TGU avant de partir, je te la sors, comme ça on peut la voir. Il y a encore un lézard qui est très... qu'on peut avoir facilement comparé à du varan, mais qu'on ne se rend pas tout le temps compte du travail que ça demande. Là, pareil, et là elle a grandi, le terrain mais plus de la bonne taille, il faut le changer, donc là on va la sortir. Voilà. Donc là voilà la demoiselle, donc ça c'est une TGU d'Argentine. Donc au niveau taille, je ne veux pas dire que là c'est taille adulte, mais il manque encore peut-être je dirais un bon 20 cm, on y sera. Au niveau du terrarium, ça grandit très vite un TGU. Là, il fait 1m20, c'est un Exoterra. Pas pour faire de la marque, mais des excellents produits, il n'y a rien à dire là-dessus. Tout en moulé, pour tout ce qui est varan, ça fait des grosses défécations, ça a des griffes. Exoterra, t'as dit? HPTerra, pardon. Exoterra, non, Exoterra, faut pas acheter Exoterra. Dit-il alors que... On me l'a donné. C'est bon, il est innocent. Je suis innocent. Innocenté, c'est bon. Je l'ai pris. Non, mais c'est du HPTerra, franchement, pour tout ce qui est varan ou autre. N'achetez pas les incubateurs Exoterra. C'est exactement. Allez j'ai une très mauvaise expérience là-dessus. Allez chez les Allemands, vous verrez, c'est pas mal. Ou les Zoomed, ils sont bien. Placement de produits. On va placer le produit, je t'en montrerai un tout à l'heure, il est pas mal. Mais tu vois, c'est un HPTerra, si ça fait, il y a des rayures, ça raye pas. C'est du pro, ça coûte son prix, t'as un cadenas intégré, c'est vraiment de la bonne cam, ça se déforme pas. Tu vois, il y a de l'eau qui renverse, ça se coule dans tous les sens, un varan, tu vois un peu le boulot. Oui, bah oui, je vois un peu. Voilà. Donc là, il commençait avec déjà petite, il est déjà petit le terrain pour sa taille, il va falloir le changer. Encore une fois, ça faut des frais qu'il faut prévoir, son animal qui grossit. Là, quand tu vois la tête de la queue, elle fait 2 tours en terrarium, même qu'il fasse 1m20 par 80. Je le trouve déjà trop petit. Oui. Au griffe, ça griffe un petit peu. Je te préviens que j'ai l'habitude avec. On l'a réveillée, elle a un peu pas le craquage d'or. Aïe ah ouais. Tu es de ouf. Tu les sens, hein. Attends, je vais t'aider. En plus, j'ai pas de gants, faut que j'en commande. Voilà, les gants pour les TGU. C'est bien. C'est bien, c'est sympa, parce que là on les sent là. Les gants, ça peut avoir une utilité quand même, ça a été fait, c'est pas pour rien. Voilà, c'est assez cool au niveau du maintien. Une espèce par contre, voilà, qu'il faut vraiment voir l'évolution dans le temps avant de l'acheter. Ça grossit vite, ça mange beaucoup. Faut attention au risque d'obésité.
Et puis à part ça, voilà, c'est très sympa, c'est très intelligent aussi, ça prend beaucoup de temps. Si vous la sortez une fois tout le mois, ça sert à rien. C'est un travail qu'il faut faire dessus, sinon votre animal là, elle ne mord pas. Et je la manipule quand même assez régulièrement, elle est assez calme. Il y a des... Si vous la manipulez jamais, ça va être... vous allez le comprendre. Je pense que vous le verrez par vous-même. Vous regardez quelques vidéos des fois sur YouTube ou autre, des téjus sauvages. Ouais, qui sont complètement tarés. Tu cours après, tu comprends quoi, les accès quoi. J'ai vu une vidéo récemment là sur Facebook, j'essayais de vous la retrouver, mais je pense que à mon avis je la retrouverai pas parce qu'elle est très ancienne. C'était quelqu'un dans sa pièce d'élevage qui avait un énorme téju, tout pareil, et qui lui jette un œuf. Ah, je l'ai. Et qui lui jette un œuf comme ça. Après. Et le téju court après. Il joue avec la balle. Il part derrière les batteries, on voit juste la queue du téju. Et le téju qui le chope au vol, le bordel. C'était un mâle, il est énorme. C'est un beau mâle. Ouais. Les mâles sont plus gros que les femelles. Là, c'est une femelle en taille adulte à peu près. Après, chaque espèce est différente. Enfin, chaque individu est différent. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir une taille exacte. Mais là, un bon 80 cm, un mâle sera plus 1 m, 1 m 40 quand même. Hein, en comptant la queue, bien sûr. Mais c'est assez cool, voilà, de l'espace quand même. Moi je suis en appartement, je la sors de temps en temps aussi, elle se balade, faut quand même rester à côté. Ça va vite sous les meubles, ça fout vite le bordel, si on a des câbles, faut faire gaffe. Donc est-ce que tu as des futurs projets d'agrandissement d'élevage, éventuellement passer ton capacitaire? Ouais, bien sûr, bah, déjà le capage et... Pitch-nous un peu les alors déjà pour le capage, je vais trouver une formation, vraiment bien me renseigner, parce que c'est quelque chose qu'on fait pas à la légère. Faut bien dire qu'il y a beaucoup d'attentes derrière, c'est pas parce qu'on a fait des formations, on connaît par cœur le sujet, qu'on va avoir notre autorisation ou tout de suite qu'on va passer en commission tout de suite. Déjà, ça dépend de notre département. Déjà, c'est des démarches qui sont très très longues. Je suis en appartement, donc déjà pour le moment pas de capacitaire, donc je suis en appart. Là, on a, moi et ma compagne, projet d'avoir une maison. C'est vrai que s'il y a une fois que j'ai la maison, un projet, moi ce serait du caïman nain par exemple. Caïman nain, faire un bassin extérieur. On peut pas déposer tout de suite parce que on peut pas déposer pour la première demande, sauf si vraiment ça fait des années qu'on travaille en parc avec cette espèce-là. C'est ça, faut que je trouve vraiment des centres de formation. C'est très compliqué, tout à fait. Bois arc-en-ciel aussi. Ouais. Epicrates schenkria. Merci pour le nom, parce que les noms scientifiques je les connais très peu. À part les espèces que je détiens, les autres, à les enregistrer, oh putain, tous les mots qu'on n'a pas inventés, on les a trouvés. On les a trouvés. Non, ouais, le brésilien, je trouve qu'il y a une couleur vraiment rouge pétante, j'adore. Sous-capacitaire. On disait bois canin, c'est Corallus. Caninus, merci. Caninus, tout à fait. Qui me plairait beaucoup d'avoir. Donc ça va d'abord être dépasser le quota, parce que là au niveau des bêtes, j'en suis à une quinzaine. Ouais. Si je veux, en sachant que je suis maximum à 2 mètres, donc si j'en veux davantage, il va falloir de toute façon que je fasse une demande. Tout à fait. Le bois, je suis bridé à 3, j'en ai 3, donc la demande c'est sûr qu'elle sera faite. C'est certain. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, on discutait tout ce qui est bois arc-en-ciel, bois canin, des choses qu'on va voir. Quelques varanidés aussi. Quelques varanidés que j'aimerais avoir, mais voilà, encore du genre. Salvatore. Ouais, Salvatore, je trouve qu'il est très joli et énorme aussi. Ouais, ça devient vraiment gigantesque. Voilà, faut pour en avoir côtoyé en parc, c'est assez balèze. Ouais. C'est assez balèze. Après, je pense que si vraiment j'ai ma première demande et que j'ai du caïman, je vais peut-être pas avoir du varan tout de suite. C'est un sacré boulot, je pense. Faut déjà se contenter de ce qu'on a. Si ça passe, comme j'ai dit, c'est pas sûr que ça passe. Là, pour le moment, je suis en appartement. Qu'on soit d'accord et que je le dise aux personnes, les personnes qui sont en appartement, qui disent oh c'est dépassé en nouveaux animaux de compagnie, on a le droit de les avoir, on n'a pas le droit. Ça c'est toujours soumis sous des autorisations bien particulières qu'on appelle certificat de capacité et AOE, autorisation d'ouverture d'établissement. Donc il vous faut une pièce adaptée, parce que le Salvatore c'est quand même un animal qui fait aux alentours des 2 mètres, voire un petit peu plus, une fois adulte, donc ça devient 2 mètres. C'est pas grand chose en taille, en longueur, mais il faut rajouter aussi la largeur. Pour en avoir côtoyé un énorme adulte, je peux vous assurer, pour l'avoir contentionné, pour qu'on le déplace, etc., je peux t'assurer qu'il faut le tenir. C'est quoi, c'est une 50aine de kilos un peu ouais, sur le spécimen que j'ai déplacé avec un collègue, on était sur un peu moins de 50 kg, mais quand il se met à remuer, il faut le tenir. Ouais, il faut le tenir. Ça demande quand même une certaine expérience, un certain savoir-faire. C'est pas forcément donné à tout le monde, donc voilà. Moi, bien se renseigner, être patient, pas faire comme les gens qu'on voit en vidéo, acheter un animal, le cacher ses œufs. Oui, c'est certes, chacun voit midi à sa porte, vivons heureux, vivons cachés.
Mais le jour où on veut vraiment ouvrir un établissement, où on veut évoluer dans notre passion et qu'ils viennent chez nous, ah, vous aviez ça, vous n'aviez pas le droit, boum, là on est sanctionné. Tout à fait. Après, le fait de dépasser un peu le quota, je veux pas te dire raison aux personnes, on a 4 boas au lieu de 3, c'est pas la fin du monde. Ouais. Par contre, faut pas abuser non plus, quoi. Quand on est une cinquantaine, soixantaine de serpents, il y a un moment où il faut se remettre en question quand même. Voilà. Au moins, quand on est droit dans ses baskets, c'est beaucoup mieux. Là, si les lois sont faites, c'est pas pour nous faire chier, c'est déjà, je pense, d'une part pour les animaux. Si on est dans il y a tel animal qui est mis à capacitaire, c'est qu'il y a forcément une raison. Bon, on a eu quelques exemples, hein, les thérodons, on va pas en parler. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait. C'est encore un débat. Parce qu'il y a eu un accident sur un mec qui était un petit peu plus allergique aux. Ouais, mais bon, à ce compte-là, on parle des chiens d'attaque. Qui peuvent vous défigurer le visage en moins de 2 secondes. On a vu les chiens de chasse qui ont tué un chat il y a très peu de temps, les chiens de chasse qui ont bouffé une femme avec son gamin de 6 mois, on va éviter d'en parler pour faire polémique, mais bon, c'est encore un autre sujet, mais voilà, dans tous les cas, il faut vraiment, je pense, respecter toutes les législations, au moins on se sent bien nous-mêmes, et puis c'est valorisant de te dire que tu as ton capacitaire, que tu as travaillé pour... T'as pas contourné le système, tu vois. On fait des choses dans les règles et je pense que c'est tout aussi simple et on n'a pas la pression de se dire oh, si jamais je me fais choper, machin. Que ça, à part la patience, si on a de la, surtout en thérapie, il faut en avoir de la patience, que ce soit avec nos bêtes. Une bête qui soit, qui vaille 1000 €, je sais pas, et un serpent qui refuse de manger, enfin, et qu'on est obligé d'attendre pour qu'il se remette à bouffer, ouais, il faut de la patience. Il faut de la patience pour certains. Tout à fait. Puis même autre part de l'aspect financier, c'est que si derrière on est trop impatient, on fait les choses trop rapidement et on se casse la gueule, quoi. On a fait beaucoup d'erreurs, même moi j'en ai fait, j'ai perdu un serpent. On apprend des erreurs, mais de se dire qu'on est par un manque de renseignements, on a dû passer par là, c'est dommage. On aurait pu faire bien plus tôt. Ce que je dis, c'est la chance qu'on a de notre génération, c'est qu'on a toutes les infos. Alors bien se renseigner, pas faire les choses dans le désordre. Il faut croiser les informations. C'est pas parce que quelqu'un vous dit A que on veut pas faire Z. C'est ça. Il y a plein de façons de faire. Du moment qu'elles sont bonnes et qu'elles ont été prouvées, on peut faire de la manière qu'on veut. Voilà, que ce soit sur le maintien de l'espèce, que ce soit sur les températures, peu importe. Un serpent, quelque part, on lui donne une situation. S'il arrive à s'y habituer, tant mieux. Si s'y arrive, ne tue pas, on change. Il y a toujours une solution. Ouais, et puis voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est observer ces animaux, c'est vraiment le maître mot. Voilà. C'est le mot sauvage. Sauvage, c'est qu'on ne peut pas communiquer avec, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'avec le temps, en observant ces bêtes, on peut arriver à peut-être pas comprendre, mais aller dire. Par exemple, moi, rien qu'en voyant mes serpents, je sais si je pourrais le manipuler ou pas. Tiens, il a pas envie aujourd'hui, tiens, il a mangé ou autre. Est-ce qu'il a fini de bien digérer? Non, on peut voir. Il faut juste prendre le temps et l'observation. On en reste là. Observation, patience. Et encore une fois, tout dépend de l'espèce qu'on veut, financement, quoi. Parce que c'est vrai que si on parlait de l'achat de la bête, l'appartement, l'habitat, il faut aussi que nous, on soit droit dans nos baskets. Ouais. Parce que si on n'a pas les moyens de l'assurer par la suite, ça sert à rien. Ouais, parce que c'est toujours la bête qui va en pâtir à la fin et pas nous, parce que nous, de toute façon, on arrivera toujours à avoir des aides de quelqu'un. On a Pôle emploi en France. Ah non, mais cool en France. On arrivera toujours à s'en sortir. Par contre, la bestiole qu'on a achetée un bon prix, elle n'y arrivera pas. Parce que c'est ça. Et puis même par rapport aux abandons, tu verras pas de la spilites ou du moria dans la nature. Ah ouais, par contre des bois, des pitons, des lélafs, ça vaut que dalle. Ouais. C'est triste à dire, mais à part pour les réels passionnés, dans 95% des cas, c'est des espèces qui valent pas cher, qu'on a payé pas cher, qu'on se séparera, parce qu'il y a l'histoire de la valeur. C'est comme ça. Fait. Voilà. On en reste là pour ça. Écoute, merci Quentin de m'avoir accueilli chez toi dans ta superbe pièce d'élevage. C'est gentil. C'est nickel, super propre, les terrains sont super, les bestioles ont l'air d'être super bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, continue bien. Ouais. Tu représentes bien ta région et puis c'est bien de... Non, faut continuer. Faut prouver, les gens, que ce soit en termes de religion, parce qu'on s'est mal vu, le serpent c'est dangereux ou autre. Ah ça c'est quelque chose l'humain quelque part que j'aime bien combattre finalement. Mais l'humain, le problème de l'humain en règle générale, sans parler de religion, c'est qu'il se croit au-dessus de tout. Et quand on voit un crocodile, quand on voit par exemple un chien d'attaque, quand on voit un serpent, là on se dit ah je suis pas au-dessus, je suis peut-être égal ou en dessous. Et là il y a le mot danger. Et nous ce qu'on essaie de prouver c'est que non, il n'y a pas forcément ce mot danger, il faut avoir une réserve. Du moment qu'on a cette réserve, c'est comme pour un chien ou un chat, on est là à leur faire des câlins, leur dire que c'est mon bébé, il y a des accidents, on comprend pas, et ben si, ça reste un animal sauvage. Voilà, c'est toujours, dans tous les cas. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore une fois à toi, Quentin. Ça fait plaisir. Et puis voilà, et puis bah, comme d'hab, le mot de la fin, n'oubliez surtout pas, la terrariophilie c'est une science, les reptiles c'est une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao!